On se retrouve à présent avec Alain Moncouquiol. Alain, bonjour, merci d'être là. Vous venez aujourd'hui présenter Le Fumeur de souvenirs, qui est votre troisième ouvrage. Est-ce une trilogie? Oui, absolument. Absolument. Le premier livre s'appelait Recouvre-le de lumière. C'est quand on perd quelqu'un qu'on aime, on essaie de se rappeler le meilleur moment de sa vie et de les raconter. Le deuxième s'appelait Le sens de la marche. C'est quand on a perdu quelqu'un qu'on aime toujours et une passion, on est perdu, on est paumé, on ne sait pas où on va. On cherche un chemin pour continuer à avancer dans la vie et ça s'appelait Le sens de la marche. Et le troisième, c'est beaucoup plus tard après. Le troisième, il est résumé par le titre que j'ai trouvé dans une belle chanson mexicaine et où il est question d'un jeune homme qui trouve son grand-père dans la ville de Mexico. Et le grand-père, on voit que c'est un miséreux, il est dans le marché de Mexico, il décharge des camions. Et le petit-fils lui dit, mais enfin je t'ai retrouvé, où étais-tu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et le grand-père dit, ben, ma femme est morte, le village, ça va pas, je suis venu me perdre dans la capitale, et sois gentil, ne dis à personne que tu m'as retrouvé. Laisse-moi finir ma vie comme ça. Et le jeune homme dit à ce moment-là, je l'ai laissé, j'ai allumé un souvenir, et lentement, je l'ai fumé. C'est ça l'idée. Et à partir du moment où il dit « j'ai allumé un souvenir et lentement je l'ai fumé », le jeune homme parle du temps du bonheur, quand son grand-père était encore au village et quand tout le monde était heureux. Donc j'ai pensé que le fumeur de souvenirs, ça pouvait être quelque part un peu moi, et que je pouvais maintenant, que le temps a un peu passé, fumer lentement quelques souvenirs dispersés. Alors pour les gens qui peut-être ne le savent pas, votre frère Nimenio II a porté votre nom de torero puisque vous avez vous aussi officié en qualité de torero, puisque Nimenio au départ c'était vous, Christian votre frère. On le retrouve toujours, comme sur les deux premiers ouvrages, omniprésent tout au long de ces souvenirs que vous avez fumés dans ce livre. Comme le temps a passé, maintenant il arrive en pointillé. Il s'est éloigné un peu, pas dans mon cœur, mais dans mes livres. Et voilà. Et puis en fait, les gens dont je parle, la plupart ne sont pas des gens connus, ne sont pas des gens célèbres, mais ce sont des gens rencontrés dans la vie de tous les jours. Et il se trouve que dans la vie de tous les jours, il y a des gens admirablement courageux, admirablement intelligents, que personne ne connaît. Moi, j'en ai rencontré dans des centres de rééducation, j'en ai rencontré dans la rue, j'en ai rencontré dans le milieu des taureaux. Mais maintenant que je ne suis plus dans le milieu des taureaux, j'en retrouve beaucoup ailleurs, dans le monde du théâtre, du cinéma, bref, dans ma navigation à vue. Il y a plein de petits moments comme ça, remplis d'émotions de votre vie, de votre histoire. Un par exemple, le premier Rabis de lumière qu'on vous offre, tabac et or, c'était à Madrid, vous étiez français, vous arriviez là-bas, les toreros français n'existaient pas et vous vous retrouvez accueillis, adoptés à Madrid. En fait, pour nous, notre génération, je veux dire celle de Bernard, de Casas et moi, effectivement, la tauromachie était un rêve inaccessible, et tout était inaccessible. Le premier costume de lumière, la première carpe, c'était merveilleux, c'était extraordinaire. Le premier voyage à Madrid, c'était extraordinaire. On était persuadé que dès qu'on allait passer la frontière, on allait voir des taureaux de combat partout, et des toreros à chaque coin de rue. On était dans une véritable aventure romantique. Et voilà, et moi je n'ai jamais tenu à vivre la tauromachie autrement que dans la passion et le romantisme. C'est la raison pour laquelle, malgré ma compétence, parce que je sais de quoi on parle, je n'ai jamais voulu être un professionnel de la tauromachie. Alors un autre moment que j'ai relevé dans cet ouvrage, c'est une rencontre avec un Mexicain. Votre frère était parti se reposer entre deux corridas en bord de plage. C'était la Toussaint. Vous aviez décidé non, de ne pas partir et de rester au calme. Finalement, vous êtes retrouvé avec quelqu'un à traverser les routes mexicaines. En fait, ce sont les extraordinaires histoires de la vie quotidienne. Si on interviewait les gens en essayant de faire en sorte que ce ne soit pas des gens qui aient quelque chose à vendre. C'est-à-dire des gens comme tout le monde, des gens de la rue. Tout le monde est porteur d'une ou quelques histoires extraordinaires. Et ce type, dans cette histoire-là, c'est un type qui est né orphelin, qui n'a pas de parents donc, et qui un jour s'invente une famille qui n'existe pas, trouve une tombe, et il adopte une tombe. Il dit, c'est la tombe de mes parents. Et il ment à tout le monde. Et voilà. Tout le monde le savait, sauf vous? Non, moi je ne le savais pas, mais les gens du milieu des taureaux le savaient et avaient la pudeur et l'intelligence de ne pas s'en moquer, de dire au contraire, ce type, aidons-le à vivre. Et moi j'ai trouvé ça
extrêmement touchant. Et puis il y a cette notion aussi chez les Mexicains pour qui finalement la mort n'est pas une peur, une crainte, et c'est ce qu'il dit. Nous, la mort ne nous veut pas de mal, c'est la vie qui nous veut du mal. Oui, oui, les Mexicains ont un rapport à la mort beaucoup plus intelligent que le nôtre. Nous, dans nos sociétés d'aujourd'hui, la mort, on veut qu'elle n'existe pas. Les vieux, on les fait mourir dans un coin, ils ne meurent plus à la maison, tout ce qui fâche, on le gomme. On veut bien manger de la viande, mais on ne veut pas tuer les animaux. Enfin, on est devenu un peu cinglés. Et les Mexicains sont restés dans une approche beaucoup plus terre-à-terre, ils parlent de la vraie vie. Et ils ne se plaignent pas, ce sont des gens qui souffrent mais qui ne se plaignent pas, donc c'est pas mal. Aujourd'hui, votre frère trône devant les arènes de Nîmes. Vous habitez pas très loin de là. Quand on voit des gamins qui ont 3, 4, 5 ans venir là, prendre des photos avec lui, on dit qu'il y aura au moins ça qui restera à jamais. Moi, en fait, je suis persuadé, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je ne serai jamais le frère d'une statue. Avec tout le respect que je dois aux artistes, je sais quand même faire la différence. Et puis, quand mon frère s'est tué, il avait des enfants qui avaient 5 ou 6 ans. Et ces enfants, il faut leur laisser une image de leur père. Il ne faut pas qu'ils deviennent les enfants d'une statue. Et en fait, mes livres, c'est une façon aussi de leur dire à eux, et puis peut-être à d'autres. Parce que vous savez, un jour, dans 50 ans, quand je ne serai plus là, il y aura peut-être un gamin qui est pas né qui dira, ben moi, à l'école, il dira, moi j'avais un arrière-grand-père, il était torero. Il s'appelait comme ça. Et moi, avec ces 3 livres, je ne vais pas expliquer ce qu'était Nimeño, parce qu'on ne peut jamais définir un individu, quel qu'il soit, en 3 livres, c'est pas assez, il faudrait une vie. Mais j'aurais mis des éléments objectivement honnêtes pour que quelqu'un qui voudra, à partir de ces éléments-là, en chercher plus, puisse être aidé dans sa démarche. Et je sais que j'ai raison, parce qu'aujourd'hui j'ai 66 ans, mon père est mort, j'avais 10 ans, et si je savais qu'il existe à quelque part, dans un tiroir, un truc qu'aurait écrit mon père, même un truc sans intérêt, j'en sais rien, aujourd'hui je m'emmerde parce qu'il ne fait pas beau, je serais extrêmement désireux de le lire et de le toucher. Donc voilà, un peu. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Alain Moncouquiol, 3e opus, Le fumeur de souvenirs, et sur aussi en filigrane votre frère Christian, la tauromachie française vécue, animée dans la région, Le fumeur de souvenirs. Merci Alain.